Bonjour à tous, bonjour à toutes. Nous sommes le mardi 19 mai 2020. Bienvenue dans À l'air libre. Salut Mathieu, comment ça va? Quel est ton programme? Ça va, merci. Bonjour à tous. Festival annulé, cafés associatifs et petits cinémas fermés. La culture indépendante survivra-t-elle au Covid? Y aura-t-il une uniformisation de la culture? On en parle avec nos invités, deux responsables de lieux plutôt inquiets et un chercheur. Alors, dans la première partie, à la découverte des frondeurs d'En Marche. 17 députés quittent La République En Marche pour fonder un nouveau groupe. On en parle avec une de ses membres, Émilie Cariou. Les drones de la préfecture de police de Paris n'auront plus le droit de survoler la ville. C'est le Conseil de l'État qui l'ordonne. La Quadrature du Net à l'origine du recours avec la Ligue des droits de l'homme. Et dans À l'air libre, des semaines de 72 heures et plus de sécurité sociale. Plusieurs États d'Inde ont décidé de suspendre le code du travail pour relancer l'économie direction Bangalore avec notre correspondant. Et puis un peu de musique avec Pierre Génisson et l'orchestre de la BBC qui reprennent un célèbre morceau de jazz. Je vous rappelle les deux adresses où vous pouvez nous écrire, alairlibre@mediapart.fr pour vos témoignages, covid@mediapart.fr pour vos documents et infos d'intérêt général. À l'air libre numéro 44, c'est parti et on commence cette émission par une bonne blague. Les choses ont été dites, les choses ont été gérées, nous n'avons pas connu la situation, il y a eu une doctrine restrictive pour ne jamais être en rupture, que le gouvernement a prise et qui, je pense, était la bonne. Il y a eu ensuite un approvisionnement renforcé et une production renforcée, et nous n'avons jamais été en rupture. Ce qui est vrai, c'est qu'il y a eu des manques, qu'il y a eu des tensions, c'est ça qu'il faudra regarder pour le corriger et pour prévenir. Et donc on voit bien que ça nous amène à changer de logique en profondeur sur certains de ces sujets qui paraissaient totalement innocents, mais ayons collectivement l'honnêteté de dire que, au début du mois de mars même, encore plus en février ou en janvier, personne ne parlait des masques parce que nous n'aurions jamais pensé être obligés de restreindre en quelque sorte la distribution de ceci pour les soignants. Je vous avais dit que c'était drôle. Alors ayons collectivement l'honnêteté de dire qu'en mars et même en février, des gens parlaient de masques. D'ailleurs, Mediapart l'a démontré dans cette enquête. N'hésitez pas à l'offrir à notre président de la République. Sous le quinquennat Hollande, il y avait les frondeurs. Sous celui de Macron, il y a désormais ce groupe, le groupe Écologie, Démocratie, Solidarité. Un groupe composé de députés qui quittent En Marche maintenant, Paula Forteza, Aurélien Taché, qui l'avaient quitté avant, Mathieu Orphelin, qui en ont été exclus avant, Cédric Villani, Martine Vonner, Sébastien Nadeau, ou qui n'en ont jamais fait partie, Delphine Bateau. Après le Covid-19, rien ne doit plus être comme avant, écrivent-ils dans leur déclaration politique. Quel sera leur rôle? Pourquoi maintenant? Qu'est-ce qui les unit? Pour en parler, j'accueille la cheville ouvrière de ce nouveau groupe parlementaire, Émilie Cariou. Émilie Cariou, bonjour. Bonjour. Vous êtes députée de la Meuse, dans le Grand Est, et vous êtes membre de la Commission des finances à l'Assemblée nationale. Après le Covid-19, rien ne doit plus être comme avant. Quoi, par exemple? Un exemple. Un exemple, le renforcement de nos services publics. Je pense qu'on a compris que c'était une priorité. On le savait déjà avant, hein, vous l'avez vu, on avait déjà fait plusieurs plans hôpitaux. Et je pense que la crise qu'on vient de subir aujourd'hui et l'ampleur qu'elle a prise, c'est aussi parce qu'on s'était démunis depuis des dizaines d'années, hein, sur l'hôpital public. Et donc, renforcer le régalien, ça c'est un message que les membres de notre groupe, de notre nouveau groupe, portent depuis des mois, hein, depuis le début du mandat. Mais là, je pense qu'on est face à une urgence aujourd'hui. Et il va falloir faire des choix. On a une urgence qui s'impose à nous. Et je pense qu'on n'aura pas forcément les mêmes solutions que le groupe dont on est issu. Vous dites, enfin, ni de droite ni de gauche, c'est ce qu'a dit Cédric Villani ce matin sur France Inter, hein, et qui fait partie donc de ce nouveau groupe. Ça veut dire quoi? Est-ce que vous nous rejouez le en même temps présidentiel? C'est plus et de droite et de gauche, à vrai dire, parce qu'en fait, c'est un collectif, hein, qui est, vous l'avez rappelé, fondé de députés qui viennent, certains de La République En Marche, d'autres qui n'y ont jamais été. Et parmi ceux qui étaient dans La République En Marche, on a des députés qui venaient plutôt de la droite, même si le gros de ce groupe vient clairement de l'aile sociale du groupe, hein. D'où la thématique des solidarités qui est très forte. Cela étant, ce qui nous regroupe là, c'est des valeurs autour de la transition écologique, autour de la solidarité. Après, les moyens d'y arriver peuvent être discutés. C'est sûrement en même temps
qu'on veut réussir mieux que ce qui a été fait jusqu'à présent. Mais moi, ce que je considère, c'est que le groupe La République En Marche et le mouvement a été fondé sur un socle social-démocrate très large. Et que le gouvernement n'a visiblement pas respecté ses équilibres d'origine, et encore moins les projets de loi qui nous ont été soumis. Donc, si vous voulez, au fil des mois, on a cessé de tirer pour rééquilibrer les projets de texte, pour rééquilibrer les réformes. Et à un moment donné, on se rend compte que notre poids à l'intérieur du groupe, il est de plus en plus difficile à faire valoir. Et votre poids à l'extérieur du groupe, il sera supérieur, vous pensez ? Alors, est-ce qu'il sera supérieur ? Ça, je ne sais pas. En tous les cas, la parole, elle sera libre. On va pouvoir construire. En plus, là, si vous voulez, on est dans un moment très compliqué sur le plan démocratique, avec une assemblée qui est confinée, et qui est confinée d'une manière peut-être moins démocratique que l'on choisit d'autres États européens, avec des règles de vote très, très, très comprimées, qui fait qu'aujourd'hui, il y a une urgence à pouvoir ne serait-ce que s'exprimer dans l'hémicycle, s'exprimer par voie d'amendement, s'exprimer par question au gouvernement, parce qu'aujourd'hui, très peu de députés peuvent le faire. Vous dites la parole, elle sera libre. Elle n'était pas libre, votre parole, au sein de ce groupe, dont on a la parole, en permanence répété qu'elle était libre. Oui, enfin, moi, j'en sais rien. En tous les cas, la mienne, elle était libre. Elle s'est exprimée par voie d'amendement, par voie de projet de texte, par voie de réforme, parfois contre la volonté du gouvernement. C'était pas le cas de tout le monde, mais en tous les cas, moi, ma parole, elle a toujours été libre. Après, il suffit pas d'avoir une parole, il faut aussi peser pour faire passer des amendements. Et ça, on a pu le faire. Tous les membres de ce groupe-là que vous voyez aujourd'hui, ils ont eu des victoires sur des thématiques sociales, des thématiques écologiques. Moi, c'était la thématique fiscale, la lutte contre l'optimisation, la lutte contre la fraude fiscale. Mais ça a été au prix de tensions très grandes au sein du groupe, de tensions très grandes avec le gouvernement. Et donc, au bout d'un moment, travailler dans un groupe, dans une tension permanente, c'est vrai que c'est compliqué. Donc, aller dans un autre groupe parlementaire, un groupe parlementaire qui est formé encore une fois d'un collectif de plusieurs tendances, mais qui se rejoignent quand même parce qu'on est tous convaincus qu'il faut lutter contre les inégalités sociales, on est tous convaincus qu'il faut axer la relocalisation industrielle sur de la transition écologique. Ça nous réunit. Et je pense qu'on sera d'accord aussi sur les solutions à mettre en œuvre. On a déjà travaillé sur un certain nombre de points politiques à pousser. Oui, je pense que là, on avait besoin de cette vraie respiration démocratique. Et alors, pourquoi vous quittez ce groupe maintenant ? Est-ce qu'il n'y a pas déjà eu des alertes par le passé ? Est-ce que quelque part, vous ne quittez pas un petit peu trop tard ? Alors ça, c'est la question. Moi, je peux vous dire que la question, elle s'est posée au fil de plusieurs textes de loi, bien évidemment. D'ailleurs, on rappelle tous ces sujets-là dans le courrier qu'on a adressé aujourd'hui à notre président de groupe. Alors, un courrier un peu individualisé, mais on a repris des thématiques. Bien évidemment que la loi immigration, la loi anti-casseurs, la réforme des retraites, tous ces sujets-là ont été des crispements très, très forts. C'est des sujets sur lesquels tous les membres de ce groupe ont tenté de peser, ont déposé des amendements, parfois avec succès, souvent avec échec. Ça a été des sujets qui nous ont beaucoup tendus au fil des mois. Pour moi, à titre personnel, parce que certains étaient déjà partis de La République En Marche, moi, vous le savez, j'ai porté encore le dernier projet de loi de finances. J'étais responsable de la majorité au sein de la commission des finances. C'était un projet de loi post-gilet jaune avec des mesures de redistribution sociale, avec une augmentation massive de la prime d'activité, avec une augmentation des minima sociaux, avec une baisse de l'impôt sur le revenu, du bas de barème de l'impôt sur le revenu. Donc tout ça, c'était des mesures de pouvoir d'achat qu'on a portées et que j'étais, à vrai dire, satisfaite de porter. En revanche, en même temps, s'est embrayé le sujet de la réforme des retraites. Réforme des retraites qui était censée être un projet plutôt de modernité sociale porté par la CFDT qui finalement a été dévoyé. Est devenu un crispant social très très fort, un projet qui n'avait pas été assez négocié avec les catégories, les statuts n'avaient pas été assez travaillés avec les fonctionnaires, avec tout un tas de corps de métier dont ils apprenaient finalement qu'on leur changeait leur statut au détour de cette réforme des retraites. Et donc les crispations commençaient à être très très fortes. Et pour ma part, c'est clairement là que vraiment la rupture a été consommée, je dirais, au moment de cette réforme, où à ce moment-là, moi, je pose des questions budgétaires très précises, parce qu'il me semblait que telle qu'elle était formulée, la réforme était très difficilement finançable.
Et je dois dire que ça n'a pas du tout été bien vécu, ni au sein du groupe, ni au sein du gouvernement. Donc, à partir de là, je dirais que ma décision, elle a été prise, quoi. Alors, vous avez évoqué vous-même la transition écologique et la solidarité comme priorité. Vous avez aussi évoqué des crispations autour de la loi sur l'immigration. Pourtant, quand je regarde les votes de la majorité de ceux et celles qui composent le groupe aujourd'hui et les vôtres, par exemple, vous avez voté pour le CETA, vous vous êtes abstenu par 2 fois sur le glyphosate, vous avez voté pour la loi Asile et Immigration. Il n'y a pas une espèce de contradiction? Est-ce que vous regrettez les votes du passé ou est-ce qu'ils reflètent votre position alors, encore sur ces aujourd'hui? lois-là, moi j'ai signé tous les amendements d'Aurélien Taché qui étaient issus de son rapport. Certains sont passés, d'autres ne sont pas passés. Mais bien évidemment que on a contribué à rééquilibrer le texte, notamment pour les mineurs non accompagnés, notamment contre le délit de solidarité. Donc, on a amendé le texte, on n'a pas adopté les textes tels quels. Après, quand vous travaillez sur un projet de texte, vous pouvez vous opposer à des articles et pour autant signer et pour autant voter la loi. Et ça a été le cas notamment sur la loi anti-casseurs. Moi, j'ai voté contre l'article 2. Et je me suis abstenue sur la loi, j'attendais le recours du Conseil constitutionnel. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui on peut dire on a pu voter contre toutes ces lois, ça voulait dire qu'on sortait de la majorité dès le début. Moi par ailleurs… Ça voulait dire que vous faisiez peser une autre voix dans la majorité peut-être, de l'intérieur? C'était pas possible ça? Non, mais vous avez vu que de toute façon, les votes en opposition sur les textes se sont traduits la plupart du temps par des exclusions du groupe. Moi, au même moment, il ne faut pas oublier que je menais aussi les combats sur le verrou de Bercy, sur la fraude fiscale, où là, on a complètement réformé les procédures de plainte pour fraude fiscale. Alors, je sais que pour Mediapart, c'est pas suffisant, mais un jour, je vous expliquerai en quoi c'est quand même révolutionnaire et en quoi ça aide bien le parquet national financier aujourd'hui. On n'est jamais contre les petites avancées, surtout sur le verrou de Bercy. Voilà, mais moi, à vrai dire, les lois sont faites souvent de petites avancées et ça déçoit souvent. Ça déçoit souvent la gauche qui préfère les grandes avancées et moi aussi je préfère les grandes avancées, mais en l'occurrence là il y en a une grande. J'entends. Par exemple, je vous cite le CETA. Je lis dans votre déclaration politique que la souveraineté alimentaire fait partie de vos priorités. D'ailleurs, on l'a tous éprouvé beaucoup plus, concrètement pendant cette période de confinement. La souveraineté alimentaire. Comment est-ce que, d'un côté, vous pouvez dire on est pour la souveraineté alimentaire et avoir voté pour le CETA? Ça peut paraître quand même contradictoire. Comment aujourd'hui vous pouvez convaincre vos électeurs, mais les Français en général, de vous suivre dans votre projet écologie, démocratie, solidarité, en disant mais si, on est sincère, cette fois-ci, vraiment, on votera en notre âme et conscience et on ne ravalera pas une partie de nos convictions pour voter avec le groupe? Alors, le CETA, déjà, c'est un accord qui inclut des engagements environnementaux que n'inclut aucun autre accord commercial avant lui. Il faut quand même le souligner. Et aujourd'hui, le CETA, ça nous rend plus exportateurs qu'importateurs. Cela étant, on voit bien que les grands accords commerciaux… je pense qu'on ne va pas sortir des échanges mondiaux du jour au lendemain. Et vous savez que si on le fait, vous imaginez les conséquences pour certains pays dont la survie de la population dépend à 90% des importations. Si demain, vous cessez les importations en Algérie, par exemple, je ne sais pas ce qui se passe au point de vue alimentaire. Donc, on ne va pas sortir des échanges commerciaux du jour au lendemain. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas amorcer un autre mode de fonctionnement, beaucoup plus localisé, relocalisé non seulement de la production alimentaire, mais aussi de la production industrielle. Le faire avec le respect des équilibres environnementaux, ça ne va pas se faire en un clin d'œil. Parce que relocaliser des industries en Europe, vous le savez aussi, que ces industries, si elles ont été délocalisées, c'est parce que aussi les normes environnementales elles étaient moins strictes ailleurs. Donc moi, nous, on aspire tous à ce qu'on relocalise de la production alimentaire, industrielle, mais dans le respect des normes environnementales, parce que sinon, bien évidemment, personne ne sera gagnant à relocaliser des industries polluantes. Donc, vous voyez bien que c'est tout un changement, mais qui prendra du temps. Ça ne se fera pas en un Est-ce que c'est un changement de modèle radical ou des petits pas, comme vous l'avez dit? Parce que d'autres, animés d'aussi bonnes intentions que vous avant, que ce soit Nicolas Hulot, même Delphine Bateau qui est dans votre groupe, d'autres se sont heurtés aux limites de la politique des petits pas. C'est d'ailleurs ce que disait Nicolas Hulot lorsqu'il a démissionné. Donc, est-ce que votre déclaration politique, on peut la mettre en œuvre avec des petits pas, ou est-ce qu'il ne faudrait pas un changement de modèle plus radical? Ça, c'est sûr qu'un changement de modèle plus radical, ce serait mieux. Cela étant, les Français, les Français, ils n'ont pas voté pour ça aujourd'hui. Là, on s'inscrit, on est dans un quinquennat. Un changement radical, ça se défend au présidentiel. Donc ça, c'est un programme de présidentiel si on veut changer de modèle. En tous les cas, il faut quand même amorcer un changement du modèle avec, encore une fois, des modes de production, des circuits courts, etc.,
beaucoup plus respectueux des équilibres, et plus respectueux aussi des équilibres sociaux, hein, parce que moi, je ne viens pas des sphères écologistes. En revanche, j'ai travaillé pendant des années, notamment avec le Parti socialiste, dont je n'étais pas membre, mais j'ai notamment été conseillère d'Arnaud Montebourg sur le programme de démondialisation, et parce que les dégâts sociaux de la mondialisation, bien évidemment, que ça fait longtemps qu'on en a fait le constat. Donc, tout ça, évidemment, il faut changer tout ça, mais très honnêtement, il n'y a pas de remède qui se fera en 6 mois. Alors, merci Émilie Cariou. Une toute dernière question avant de vous quitter. Le Conseil d'État a ordonné hier à l'État de cesser immédiatement la surveillance par drone à Paris. Est-ce que c'est une bonne chose ? Oui, c'est une bonne chose. Enfin, moi, globalement, je pense qu'il faut arrêter les dérives sécuritaires. Je ne sais pas si vous avez regardé un peu ce que j'ai porté ces derniers temps dans les projets de texte d'urgence. Je me suis prononcée pour la préservation du secret médical. Je suis contre l'application Stop Covid, etc., etc. Moi, je pense que faisons d'abord des mesures sanitaires. Ces mesures sanitaires, c'est des tests massifs, des masques, fournir des masques à la population, ne pas la verbaliser si elle n'a pas de masque, mais lui fournir des masques. Ça me paraît être une bonne politique publique. En revanche, aller surveiller les gens avec des drones ou des applications informatiques, je n'y suis pas du tout favorable. Et là-dessus, je peux vous dire que je serai beaucoup plus radicale. Très bien, c'est noté. Merci Émilie Cariou. Vous êtes députée Écologie, Démocratie, Solidarité, députée de la Meuse. Et sur les coulisses de la formation d'EDS, les défections de dernière minute, on n'a pas eu le temps d'en parler, mais tout ça, c'est raconté dans le papier de Manuel Jardineau à lire sur Mediapart. Et on parle tout de suite avec la Quadrature du Net du recours devant le Conseil d'État sur les drones. Merci Émilie Cariou, à bientôt. C'est donc devenu une quasi-habitude sous état d'urgence sanitaire. Le Conseil d'État joue les arbitres entre les citoyens qui se tournent vers lui et l'État. Le plus souvent, le Conseil d'État rejette les recours et agit en chien de garde du pouvoir, comme Pierre Januel l'a raconté dans cette enquête dans Mediapart. Mais hier, le Conseil d'État, par 2 fois, s'est placé du côté du citoyen et des associations. D'abord en cassant la décision de l'État d'interdire les rassemblements dans les lieux de culte, interdiction jugée illégale et attentatoire à la liberté de culte. Et ensuite, et c'est ce qui nous intéresse ici, en ordonnant à l'État, ça n'a rien à voir avec la décision précédente, en ordonnant à l'État de cesser la surveillance de la population par drone. Arthur Messot, bonjour. Bonjour Valentine. Vous êtes juriste à la Quadrature du Net, association à l'origine de ce recours sur les drones avec la Ligue des droits de l'homme. Le tribunal administratif de Paris n'avait pas voulu étudier votre recours, il vous avait débouté, vous avez donc fait appel devant le Conseil d'État et vous avez gagné. D'abord, votre réaction après cette décision qui contredit la préfecture de police de Paris à l'origine de cette pratique? Alors évidemment, on est ravis, c'est vraiment une victoire pour nous, il n'y a pas de doute. Il faut voir que c'est la première décision qui est rendue en France qui concerne les drones à usage utilisés par la police pour faire de la surveillance. C'est le premier recours qui a été fait et c'est une victoire. Donc rien que ça, c'est un symbole extrêmement fort et ça nous rappelle la même chose qu'on avait eu à Nice et à Marseille. Vous vous souvenez peut-être qu'il y avait 2 lycées qui avaient mis des portiques de reconnaissance faciale pour les élèves. On les avait attaqués devant la justice administrative encore. C'était les premières affaires contre la reconnaissance faciale et on avait gagné aussi. Ce qui est vraiment marquant, c'est la 2e fois qu'on a une nouvelle technologie qui est utilisée à des fins sécuritaires, qui est utilisée sans trop de cadre, un peu flou, et il suffit de l'attaquer une première fois pour gagner. C'est extrêmement enthousiasmant. Il se trouve qu'il y a plein d'autres technologies qu'on a envie d'attaquer. Ça prend du temps, il faut en faire un peu d'enquête avant. Et on va continuer. Et si on a au moins la moitié de la chance ou la moitié des succès qu'on a eu jusqu'alors, ça annonce de beaux résultats pour la suite. Bon, c'est une parole pleine d'optimisme. Alors, on va reprendre dans le détail la décision du Conseil d'État. Donc, la plus haute instance administrative a décidé, donc hier, dans son point 16, comme les drones sont dotés d'un zoom optique qui peuvent voler une distance inférieure à celle fixée par la note du 14 mai 2020, eh bien, les données susceptibles d'être collectées par le traitement litigieux doivent être regardées comme revêtant un caractère personnel. C'est donc ça qui pose problème, le caractère personnel des données. Le Conseil d'État demande donc, c'est là son point 19, à l'État de cesser de procéder aux mesures de surveillance par drone tant qu'il n'aura pas pris un texte réglementaire pris après avis de la CNIL ou tant qu'il n'aura pas doté les appareils utilisés par la préfecture de police de dispositifs techniques de nature à rendre impossible l'identification des personnes filmées. Le Conseil d'État rappelle donc un principe, Arthur, qui est le principe de la protection des données personnelles.
Alors, c'est très simple, hein, de loin, nous, à la base, quand on est allé vers ce contentieux, vers ce recours, on était assez confiants parce que c'est assez simple. Le problème, si vous comparez à ce qui se passe pour les caméras fixes, par exemple dans la rue, si vous comparez à d'autres mesures de surveillance, vous voyez toutes que ces mesures, elles sont encadrées. Les caméras dans la rue, vous avez des dispositions dans le code de la sécurité intérieure qui prévoit combien de temps les images sont conservées, qui peut y accéder. Bon, ça reste flou, hein, on n'est pas satisfait, mais au moins il y a un cadre. Quand on compare au cas des drones, il n'y a juste aucun cadre. Il n'y a rien, on ne sait même pas combien de temps les données sont conservées, qui peut y accéder, c'est juste le bazar total. Et nous, ça faisait longtemps hein, qu'on savait que c'était le bazar, mais on savait pas, on attendait la bonne occasion pour attaquer un usage en particulier. Et là, pendant le confinement, la préfecture de Paris en a fait des caisses, a été très fière de ce qu'elle a fait, a répondu aux journalistes de Mediapart dans le détail sur ce qui se mettait en œuvre. Donc nous, ça nous a donné l'occasion enfin d'attaquer ça. Mais voilà, juridiquement, c'est pas très impressionnant cette décision. Quand on a un dispositif de surveillance qui est déployé sans aucun cadre, ben oui, il est illégal. Alors la petite difficulté qu'il y a eu pendant ce recours, c'est de savoir est-ce qu'on était dans le cadre juridique des données personnelles ou non. Le débat s'est un peu attardé sur ça. Hein. Il est question là du zoom. Bon, honnêtement, moi, cette histoire de zoom, même s'il se trouve que c'était très important pour gagner, je trouve que politiquement, c'était pas ça l'élément le plus intéressant à débattre. Bon, en vrai, données personnelles ou pas, on avait beaucoup d'arguments pour gagner quoi qu'il arrive. L'argument principal étant qu'il n'y a aucun encadrement juridique d'une mesure de surveillance. Et alors, justement, vous aviez beaucoup d'arguments. La préfecture de police de Paris, elle aussi, a essayé de déployer tous ces arguments. Elle a produit un mémoire pour clarifier la façon dont elle utilise ses drones. La veille, la décision, la note, date du 14 mai, la veille de la décision. C'est une note dont il est fait référence dans le fameux point 16. Donc, elle clarifie son utilisation des drones, pas de carte mémoire, les drones voleront assez haut avec un grand angle. Et pour autant, ça n'a pas été suffisant. Le Conseil d'État a pensé que ce n'était pas suffisant. En fait, il faut voir. Disons que la préfecture a ramé pour imposer ces drones, mais raté. Il faut voir que tout ce ramage, hein, c'est symptomatique de la situation. On était en plein état d'urgence, en plein état d'urgence sanitaire, en plein confinement. La police s'amuse à balancer des drones avec des haut-parleurs partout sans trop savoir ce qu'elle va en faire. En fait, tout ça, c'est de l'improvisation totale. La police est fière de ça, fait des vidéos, c'est elle-même qui les montre. Et quand les journalistes de Mediapart lui demandent comment fonctionnent ces drones, la préfecture est très fière. Elle dit on a des cartes mémoire, on supprime après, on fait ceci, cela. Et évidemment, une fois que ces témoignages sont mis devant un juge, la préfecture est moins fière parce qu'ils s'aperçoivent que ce n'est pas du tout légal. Donc, ils rétropédalent, ils disent l'inverse qu'ils ont dit à vos journalistes. Donc, l'inverse. Ils disent en tout cas qu'ils ont changé leur pratique, maintenant ils n'enregistrent plus les données. Et le juge du Conseil d'État, assez honnêtement, c'est pas très compliqué, dit à la préfecture, en somme, c'est pas parce que vous me promettez, c'est pas parce que la préfecture promet au juge de changer son comportement et de bien faire qu'il y a un cadre légal. Non, un cadre légal, c'est pas la bonne parole de la préfecture, c'est quelque chose qui s'impose à eux, qui les contraint. Là, juste la préfecture a essayé de dire mais non, on va s'améliorer, on va arrêter de faire des bêtises, et ça change pas le problème. Comme bien même la préfecture ferait bien les choses, s'il n'y est pas obligé de bien faire les choses, on reste dans l'illégalité. Donc ce serait quoi le débat technique pour vous? Alors bien faire les choses, ça va être le second étape du débat. Maintenant, on a tous compris, je pense, en lisant la décision, que on va avoir un arrêté ministériel de Castaner probablement qui va venir pour donner un cadre légal au déploiement de drones et faire en sorte de corriger l'illégalité qui a été soulignée par le Conseil d'État. Bon, nous, on voulait provoquer ce débat, parce qu'au moins, la CNIL sera saisie, la CNIL pourra parler, on aura un débat public. Il est assez fort probable que le Parlement veuille s'en mêler, ce qui serait pourquoi pas une bonne chose, hein, dans un contexte qui est plutôt favorable à la défense des libertés, qui est qu'on a une bonne partie de la population, assez audible, qui est opposée à ces nouvelles technologies, hein, qui est très inquiète par se faire surveiller constamment dans la rue, à perdre son anonymat, qui fait des liens assez justes entre les drones et la reconnaissance faciale, la reconnaissance de son, pourquoi pas Stop Covid aussi. En fait, tout ça participe de nouvelles technologies de surveillance qui, au début, sont juste déployées pour faire joli, pour faire gadget, mais qui un jour, on le voit bien, sont déployées massivement. Et les drones, typiquement dans les manifestations, je pense qu'on a été nombreuses et nombreux à aller voir au-dessus de nos têtes, et on sait très bien à quoi ils servent, à surveiller les manifestants, à les arrêter, à diriger les forces au sol pour faire des nasses, etc. Vous disiez que vous attendiez le bon moment pour développer un recours et vos arguments. Est-ce que du coup cette décision vous donne de la suite dans les idées, ou est-ce qu'il y a d'autres cas d'utilisation où vous allez pouvoir vous dire tiens, il y a eu cette décision du Conseil d'État, du coup on poursuit? Alors déjà, très simplement pour vous répondre, n'importe qui verrait un drone dans sa ville
pourrait utiliser la décision qu'on a faite, qu'on a obtenue vis-à-vis de Paris dans sa ville. Que ce soit des drones qui soient déployés en matière de sanité, de mesures d'urgence sanitaire ou en matière de manifestation. A priori, notre victoire, tout le monde peut l'utiliser. Nos recours, ils sont publiés sur notre site. Tout le monde peut s'en inspirer, c'est fait pour ça. Bon, après, d'un point de vue politique de plus long terme, évidemment, ça nous donne envie de continuer, sachant que ce recours pour les drones, c'est qu'une première étape, enfin, c'est qu'une étape parmi un très long cheminement où nous, on veut s'en prendre à tout ce qu'on appelle la technopolice, que ce soit les caméras qui analysent automatiquement les images ou Stop Covid, etc. Et particulièrement sur les drones, en fait, on a utilisé un raisonnement qu'on avait nourri, enfin, qu'on commençait à nourrir depuis un certain temps sur les caméras, en fait, en tant que telles. Quel est le régime juridique des caméras que vous avez dans la rue? Donc, je vous ai dit que c'était couvert par le code de la sécurité intérieure, mais en fait, c'est pas si simple. Et même ce code, il est pas si clair. Donc, en vrai, dans ce recours, on a aussi utilisé des arguments qu'on avait commencé à mûrir contre les caméras. Et toutes les caméras à reconnaissance faciale, les caméras sans reconnaissance faciale. Et donc là, on a commencé par une porte qui était un peu simple, hein. Vraiment, les drones pendant l'état d'urgence, c'était vraiment n'importe quoi, c'était assez simple à contester, mais du coup, en ayant une première victoire, on peut s'appuyer sur ça pour ensuite, petit à petit, contester des choses qu'on a un peu fini par admettre à force de l'habitude, qui sont le fait que toutes les rues soient surveillées ou presque. Et c'est pas quelque chose qui est justifiable, hein, juridiquement et politiquement, c'est quelque chose qu'il faut contester encore aujourd'hui, même si elles sont là depuis 10 ans. Et j'ajoute qu'à propos donc de cette décision du Conseil d'État, vous pouvez aussi lire sur Mediapart le décryptage de mes confrères Clément Le Foll et Clément Pourret. Merci Arthur Messot d'être passé dans À l'air libre. Vous êtes juriste à la Quadrature du Net. Merci. À bientôt. On part en Inde. Comment relancer l'économie après la crise du Covid-19 ? En Inde, le pouvoir a eu une bien bonne idée. Bonjour Combastin. Bonjour Valentine, depuis Bangalore. Tu es le correspondant de Mediapart en Inde et là-bas, on ne s'embarrasse pas avec les droits des travailleurs, tant qu'à faire. Le code du travail a été suspendu pour 3 mois dans l'un des États les plus peuplés du pays. Oui, pour être tout à fait exact, pas tout le code du travail, mais 35 des 38 lois qui le régissent, donc 90%. Il subsiste quelques lois sur le travail des enfants ou les salaires minimaux, mais dans les faits, il s'agit d'un quasi-retour à l'esclavage. Semaine de 72 heures, plus de sécurité sociale, plus de garantie santé en cas d'accident sur un chantier ou dans une usine, plus de syndicats, le tout, comme tu l'as dit, dans l'État le plus peuplé de l'Inde, puisque l'Uttar Pradesh compte 200 millions de citoyens. Mais le travail des enfants reste réglementé. Donc, tu me rassures. Pour justifier sa décision, le ministre du Travail de l'Uttar Pradesh a dit ça. जो श्रमिकों के लिए घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं, शायद उनको ये नहीं पता कि हमने नए निवेश के रास्ते को खोलते वक्त श्रमिकों के हितों को ध्यान में रखा है। श्रमिकों के हितों की रक्षा करते हुए हमने अलग से निवेश के माध्यम से, नए निवेश के माध्यम से और पुराने बंद पड़े मिल कारखानों उद्योग को चलाने के लिए, रोजगार ज्यादा से ज्यादा सृजित करने के लिए, श्रमिकों को ज्यादा से ज्यादा नियोजित करने के लिए, प्रवासी श्रमिकों को भी उत्तर प्रदेश में ही भिन्न भिन्न नए निवेश मिल कारखानों उद्योगों के माध्यम से। Comment est-ce que d'autres États vont limiter ? Ils ne vont pas, ils le font déjà. Le Gujarat, l'État où le Premier ministre Narendra Modi a construit sa carrière et sa légende, a lui aussi annoncé qu'il supprimait toutes les normes sociales et tout son code du travail à l'exception de 3 lois, et ce pour 4 ans. Pour cet État de 60 millions d'habitants, comme la France, l'objectif affiché, c'est d'attirer les investisseurs américains, européens ou japonais en Inde dans le monde de l'après-Covid face aux rivales chinois. Alors il suffira de remplir un formulaire en ligne pour obtenir l'autorisation d'ouvrir une usine dans le Gujarat dans un délai de 15 jours, promet son ministre en chef. Même dynamique dans le Madhya Pradesh, où on compte 84 millions d'habitants. Tous ces États engagés dans une course à la casse sociale pour la compétitivité sont dirigés par le BJP, le parti au pouvoir en Inde. Et alors, dans son allocution, le ministre du Travail de l'Uttar Pradesh parle des travailleurs migrants qui veulent rentrer chez eux. Est-ce que tu peux nous expliquer ? Alors, ces dernières décennies, on a vu un exode massif des ruraux vers les grandes villes en Inde, dans l'espoir d'une vie meilleure. Et c'est eux qu'on appelle les migrants. C'est des travailleurs souvent sous-payés à la journée dans les entreprises de grandes villes comme Bombay, Delhi ou Bangalore. Et le 25 mars, le confinement a été annoncé avec un délai de 4 heures.
Donc tous ces travailleurs se sont retrouvés du jour au lendemain sans aucun revenu, avec l'arrêt des activités. Leur seul moyen de survivre a été de rentrer dans leur campagne. Le problème, c'est que les frontières entre les États et tous les transports ont été fermés avec le confinement. Donc beaucoup se sont retrouvés jetés sur les routes, affamés. Aujourd'hui, le gouvernement commence à organiser leur rapatriement par train au compte-gouttes, mais beaucoup restent bloqués en ville, d'autant que les industriels n'ont pas forcément envie de voir cette main-d'œuvre corvéable disparaître. La semaine dernière, à Bangalore, par exemple, 2 trains ont été annulés sous la pression des lobbies du bâtiment qui veulent garder leurs ouvriers. Je te propose d'ailleurs de regarder une vidéo qui montre justement les conditions de vie dans un camp de travailleurs Bangalore. इतना बड़ा बड़ा बिल्डिंग बनाया सर, हम लोग के खाने के फैसिलिटी ना रहने के फैसिलिटी, अपने रहेगा कूलर फैन एसी में, अब हम लोग के जमीन में सोने के लिए बोलता है। ट्रेन नहीं था सर, तो हम लोग जाने की भी प्लानिंग कर लिया था पैदल झारखंड तक जाएंगे सर। En fait, c'est la douche froide pour ces travailleurs venus en ville pour trouver du travail. Tout à fait. Déjà, c'est eux qui ont payé le prix fort pendant 2 mois de confinement et maintenant on leur laisse le choix entre la peste et le choléra, rester bloqués en ville ou revenir, quand c'est possible, se faire exploiter dans leur état d'origine. Bon, il faut cependant rappeler que ces politiques ultralibérales ne concernent pas tous les États indiens et puis surtout, elles déclenchent la fureur de l'opposition, des unions de travailleurs, parce qu'on sait bien que pour recréer des emplois, augmenter le temps de travail, c'est la pire des solutions. Demain, le BMS, un syndicat qui est pourtant proche du mouvement fondamentaliste hindou SS et qui est un habituel soutien du gouvernement, a appelé à des manifestations. Et vendredi, 10 syndicats de gauche ont appelé à entamer une grève de la faim dans tout le pays. Le gouvernement de l'Uttar Pradesh, dont on parlait il y a quelques minutes, a d'ailleurs laissé entendre qu'il renonçait à la journée de 12 heures suite à une plainte de la haute cour dans cet État. La semaine sociale s'annonce donc mouvementée. Merci, comme Bastien, tu suivras ça pour Mediapart. Tu es notre correspondant en Inde. À bientôt. À bientôt, Valentine. Musique avec le clarinettiste Pierre Génisson qui a enregistré en janvier dernier avec l'orchestre de la BBC un célèbre morceau de jazz, Sing, 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 du jazzman de la Nouvelle-Orléans Louis Prima, un morceau que vous avez forcément déjà entendu.
Bonjour à toutes et à tous. Dans la deuxième partie d'Alerte Libre, on va parler de la culture indépendante menacée éventuellement par le Covid. Vous le savez, le Festival d'Avignon, les Eurokéennes, les grands festivals de l'été sont annulés. C'est aussi le cas de milliers de petits festivals moins connus. Et puis, il y a ces bars associatifs et culturels fermés eux aussi jusqu'au 2 juin minimum, peut-être après. Dans quelles conditions vont-ils rouvrir? Ces cinémas indépendants, sans séance, ces théâtres privés sans représentation. Avec la crise sanitaire et les fermetures qui l'ont suivi, la culture indépendante, qui n'est pas adossée au financement public, souffre et s'inquiète de la suite. Souvent, pas toujours, mais souvent, ces lieux et événements ont un petit supplément d'âme. Parfois, ils pratiquent l'éducation populaire, ils défendent des œuvres méconnues ou exigeantes, pour le cas des cinémas. Ils proposent des rencontres où on réfléchit au monde que l'on aimerait, un monde peut-être différent, rebelle. Et dans le cas des festivals, ils font vivre et animent des territoires et créent du lien et des solidarités. Alors la pandémie donc menace-t-elle la culture indépendante? Le risque n'est-il pas de voir une certaine uniformisation économique et intellectuelle du paysage culturel après cette crise sanitaire? On en parle avec nos trois invités. Romain Jam, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable du café associatif et culturel L'Itinéraire Bis. C'est à Toulouse, dans le centre-ville, près de la gare Matabio. C'est un café qui organise 300 rencontres par an et donc il est actuellement fermé. Avec nous aussi Stéphane Bunato, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable de la programmation du cinéma Utopia à Bordeaux, un magnifique cinéma situé dans une ancienne église sur la place Saint-Projet. J'ai vécu à côté, donc je l'ai beaucoup fréquenté. Cinéma d'art et d'essai qui organise aussi de nombreuses rencontres culturelles sur tout type de sujets. Et Emmanuel Négrier avec nous, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de recherche CNRS à l'Université de Montpellier et vous venez de publier une étude importante sur l'impact économique, social et culturel de l'annulation des festivals. Que vous estimez à 4000 festivals entre avril et août qui ont été annulés. Hein, c'est considérable et c'est peut-être que le début. D'ailleurs, je vais commencer avec vous. Je voudrais revenir en quelques mots sur ce que vous racontez dans cette note, réalisée pour France Festival et réalisée avec trois co-auteurs, Aurélien Djacouane, Damien Potier et Marion Vidal. Vous dites, et je vais citer quelques chiffres, 4000 festivals ont été annulés à ce stade. C'est jusqu'à 350 000 salariés et bénévoles qui sont privés d'une façon ou d'une autre d'activité. Et pour l'impact économique, les retombées économiques en moins, c'est entre 1,5 et 2,6 milliards d'euros, donc extrêmement considérable. Pour vous, ce qui se passe dans les festivals en ce moment, c'est un cataclysme à venir, déjà réel, ou c'est juste un très mauvais moment à passer? Alors, il faut distinguer le court terme et le moyen terme. À très court terme, c'est un très mauvais moment à passer pour tout le monde. Et puis, l'interrogation, elle porte sur l'après, parce qu'évidemment, dans la situation présente, une grande partie de festivals n'ont pas eu de dépenses à accomplir, et donc arrivent à se maintenir petit à petit à flot au fur et à mesure que les bonnes nouvelles arrivent du côté des collectivités territoriales, c'est-à-dire le maintien des subventions en l'absence même de tenue de l'événement. Mais c'est surtout pour l'après. Et la question cataclysmique, elle est sur 2021. Votre thème porte sur l'indépendance et sur la survie des acteurs indépendants. Ici, la question est double. Est-ce que les festivals indépendants pourront se maintenir en tant que festivals indépendants? Première question. Et deuxième question, est-ce qu'ils pourront se maintenir tout court? Et là, effectivement, on est dans une situation particulièrement préoccupante. Cette étude, elle prend sa source dans une recherche plus vaste qu'on a interrompue en se disant qu'il fallait utiliser les données dont on disposait déjà pour pouvoir chiffrer large. C'est-à-dire ne pas simplement chiffrer un impact économique, parce que les festivals, nous le croyons en tout cas, ne se limitent pas à la dimension économique. Le vaste monde des festivals est très largement dominé par des associations à but non lucratif. Et comme vous le disiez tout à l'heure, d'une manière générale, pour l'ensemble des acteurs culturels, les festivals ne font pas que d'animer quelques dates festivalières. Ils sont aussi et de plus en plus des acteurs territoriaux
qui opèrent dans l'année en faisant des animations auprès des écoles, auprès des centres sociaux, qui organisent des conférences, qui donc ont une vie. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui, vous le dites dans votre étude, la France, c'est le pays des festivals, hein, 6000 festivals, vous estimez le nombre de festivals, il y a beaucoup là-dedans de festivals de musique, mais c'est pas les seuls. Et surtout, il y a un autre chiffre considérable, c'est que vous dites il y a à peu près 26 millions d'entrées par an dans ces festivals, de personnes, quoi. Donc c'est considérable. Certains d'ailleurs vont à plusieurs festivals et on a tous des amis qui font la tournée des festivals l'été, bien sûr. Est-ce que tout simplement vous estimez aujourd'hui, peut-être que c'est trop tôt pour savoir, que la forme culturelle du festival qui est extrêmement répandu en France et qui, comme vous dites, crée du lien, crée de la solidarité, mais crée aussi de l'attractivité pour des territoires, parfois ruraux, parfois enclavés, et menacée? Ben, elle l'est, on ne sait pas jusqu'à quand, hein, personne ne le sait pour l'instant. Elle l'est en particulier, je dirais, par rapport à d'autres formes de culture, par les contraintes qui s'imposent à eux, tout simplement pour se maintenir. Et c'est à peu près la même chose pour les salles de spectacle. Si on doit organiser un public en quinconce avec des espaces vides entre les spectateurs, c'est déjà gênant pour un spectacle. Mais pour un festival dont, je dirais, l'ADN est la proximité sociale et physique, comme vous le voyez dans n'importe quelle image d'Épinal d'un festival, qu'est-ce que ça veut dire de tenir un festival en tenant les gens à distance? Donc, effectivement, la menace est tout à fait considérable. Et s'il se confirmait que la saison 2021 pourrait éventuellement avoir lieu, mais avoir lieu dans une atmosphère post-confinement et non pas dans une atmosphère de liberté, d'aller et venue et de proximité, alors là, effectivement, le handicap serait considérable. Voilà, si les vagues de pandémie se succèdent, ou si ça devient finalement une pandémie avec laquelle il faut vivre dans des proportions qu'on ne mesure pas très bien aujourd'hui. Romain James, je voudrais passer à vous justement, parce que c'est exactement les questions que vous posez en ce moment, ce qu'évoque Emmanuel Négrier. Votre lieu, l'itinéraire bis, c'est à Toulouse, c'est plus qu'un café, hein, vous l'avez créé il y a 2 ans. C'est un lieu culturel, associatif, très politique aussi. Il y a 300 rencontres par an et tout a été annulé. Quelle est la situation pour vous aujourd'hui? Alors, bon, tant qu'on n'est pas rouvert d'une certaine manière, on profite des différentes aides de l'État et peut-être des collectivités après, qui fait que on coule pas financièrement, on n'est pas en cessation de paiement, mais la situation est clairement, oui, voilà, on a le chômage partiel pour les salariés, l'aide d'urgence de l'État, bon, qui est minime, mais qui est déjà ça à prendre. Non, mais la situation est très préoccupante parce que, bah, d'une part, on va devoir réouvrir début juin, ce qui est une bonne nouvelle d'une certaine manière, mais ce qui nous inquiète parce que finalement on réouvre dans les périodes là où en grande métropole, ben il y a plus personne, donc les moments où justement qui sont les plus difficiles pour nous. Et puis ensuite la suite, ben on sait pas trop de quoi ça va être fait, hein, un peu comme ce que disait l'orateur précédent, c'est que finalement nous on est un lieu assez petit, enfin c'est moins d'une centaine de mètres carrés, mais c'est un lieu extrêmement vivant qui fait bar, et puis d'un seul coup il y a un spectacle et tout le monde se lève de ses chaises, bouge les tables, les empile, se serre pour aller assister au spectacle. C'est un endroit de convivialité qui fait que les gens sont extrêmement serrés les uns avec les autres. C'est très bondé, ça danse, etc. Oui. Oui, mais c'est le modèle économique c'est le modèle là culturel qui vaut ça, quoi. On est un lieu très chaleureux pour ça et c'est sa marque de fabrique, c'est ce qui fait que on arrive à tenir malgré comme beaucoup de lieux alternatifs des marges très basses, parce qu'on a des prix bas, parce qu'on fonctionne que avec des producteurs locaux qui se payent correctement et qui exploitent pas ni les écosystèmes ni les êtres humains. Donc cette fréquentation, cette proximité, le fait qu'on soit tous un petit peu serrés les uns contre les autres, finalement c'est la marque de fabrique de beaucoup de lieux comme les nôtres, et on ne sait pas trop ce qu'on va devenir avec ça, quoi. S'il faut demander aux gens de se séparer d'1 mètre, si on doit annuler la moitié des spectacles parce que la jauge a été réduite. Enfin voilà, c'est des choses assez préoccupantes. Qu'est-ce que vous savez aujourd'hui de ce que vous allez devoir faire si éventuellement vous rouvrez le 2 juin? Pas grand-chose, j'ai l'impression. Et du coup, à quoi vous pensez? Alors oui, c'est ça qui est particulier, c'est qu'on nous a balancé le 2 juin comme ça, puis on nous a dit: «On va vous confirmer dans la semaine du 25». Alors ça veut dire au mieux une semaine avant et au pire 3 ou 4 jours avant, ce qui est quand même compliqué, hein. On redémarre pas
J'avais vu cette remarque sur les réseaux sociaux, on redémarre pas un bar-restaurant comme on redémarre un ordinateur, quoi. Ça demande du travail, il faut qu'on recontacte les producteurs, etc. Donc c'est pas évident, il n'y a pas juste à aller faire des courses chez Métro, quoi. Et puis on fait surtout pas du tout les conditions sanitaires qu'on va devoir respecter, qui sont déjà assez restrictives dans le milieu de la restauration. C'est quand même quelque chose qui est déjà important. Mais là en plus, ouais, on sait pas trop. Donc là, on va avoir au cours de la semaine des réunions où on va essayer de discuter un petit peu des conditions de la reprise, mais vraiment dans le vide, d'une certaine manière. Stéphane Bunato à Bordeaux, une problématique, un lieu culturel différent, mais des problématiques assez similaires. Le cinéma Utopia à Bordeaux, faut s'imaginer, c'est une grande église sur la place Saint-Projet à Bordeaux, bâtiment tout à fait fascinant. Et à l'Utopia, il y a des programmations de cinéma, de films qu'on n'a jamais vus depuis des années. Il y a des films extrêmement d'art d'essai, des films extrêmement politiques. Vous parlez faites des débats sur l'écologie, l'environnement, le monde qu'on rêve tous. Comment vous faites pour, enfin certains en tout cas, comment vous faites pour rouvrir? Est-ce que c'est possible de rouvrir ce cinéma pour vous quand vous serez autorisé à rouvrir? Visiblement que les cinémas et les théâtres, ça va être un peu plus tard que les restaurants et les bars. Mais comment vous allez pouvoir rouvrir ce lieu? Je vais faire le même constat qu'Emmanuel et Romain, c'est qu'on est aussi un lieu, nous, vraiment le cœur de notre ADN, c'est que les gens se retrouvent, qu'on se retrouve tous ensemble. Voilà, si le lieu est, on va dire, à moitié plein ou à moitié vide, selon comment on voit, tout de suite, c'est moins intéressant. C'est ne serait-ce que tout ce qui est soirée débat déjà, de toute manière, mais même au quotidien, nous, on a l'idée d'Utopia, ça fait 40 ans que ça existe, c'est en fait de concentrer en fait les spectateurs. On a une multiprogrammation, donc on passe les films une fois par jour, donc quelquefois plus pour certains films un peu plus importants. Mais donc du coup, ce qui fait que le spectateur qui va venir un jour, il va venir sur une séance. Donc du coup, ça c'est le principe même de concentrer les spectateurs. En fait, votre business model, si on peut dire, votre modèle économique, c'est de concentrer les spectateurs pour avoir une diversité d'offres, mais remplir beaucoup les salles, parce que c'est comme ça que vous allez pouvoir gagner de l'argent. Exactement, parce que nous, on n'a pas du tout de confiserie, pas du tout de publicité avant les films, ce qui fait beaucoup de beurre de beaucoup d'autres cinémas en France. Nous, on a vraiment que le prix du billet qui nous revient, et puis bon, la moitié part au film. Enfin, après, voilà, avec les calculs, nous, on garde 20, 25, on va dire 25% du ticket à peu près. Donc, il faut que les salles soient remplies, très remplies. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'on nous dit, mais c'est bien, il y a beaucoup de monde. Ouais, notre modèle économique est calculé de cette manière-là. Et au-delà de l'économie, c'est vrai que nous, ça fait partie de notre de ce qu'on aime, de ce qu'on veut défendre. Et comme Romain, nous, on accueille énormément d'associations et c'est pas que des films, effectivement, que du cinéma. Voilà, on a toutes les semaines, on accueille une AMAP chez nous depuis plus de 15 ans. Alors du coup, moi, je suis assez content parce qu'en fait, une fois par semaine, j'ouvre les portes du hall du cinéma pendant 2 heures et il y a une distribution de paniers qui est faite. Ça n'a rien à voir avec le cinéma, mais le lieu vit encore. Et c'est plein de choses comme ça qui font qu'on a un bar aussi attenant. Alors, c'est pas nous qui nous occupons, mais là, du coup, ils vont rouvrir, donc ça va refaire vivre, entre guillemets, le lieu. Mais voilà, la question du cinéma, c'est pas pour tout de suite. Pour bien comprendre, qu'est-ce que ça implique de réouvrir, par exemple, vos salles de cinéma? Je ne sais pas quelle est la jauge de vos salles de cinéma, mais c'est parfois, il y a de très grandes salles dans l'Utopia. Qu'est-ce que ça implique avec des règles de distanciation sociale, donc ce que vous savez des règles qui vont être appliquées éventuellement au cinéma? Ça implique quoi? Ça veut dire de fermer des rangées entières? Qu'est-ce que ça impliquerait concrètement dans les salles? Bah oui, si on garde le 1 mètre, 1 mètre 50 d'écart, ça veut dire un fauteuil sur 2, voire peut-être 2, ça se calcule. Et pareil, ça veut dire faire sauter une rangée. Donc, on n'est pas en fait à 50% de la jauge. On va se retrouver plus à 25-30% maximum. Donc voilà. Donc là se pose effectivement le problème effectivement économique, mais au-delà de ça, effectivement, c'est un lieu où on partage aussi, même si pendant la séance de cinéma les gens ne parlent pas, mais quand même il y a des expressions, les gens peuvent rire ou ça peut applaudir aussi à des moments. Et puis enfin voilà, il y a vraiment une idée d'échange et de partager quelque chose ensemble, et que là effectivement avec les mesures
qui nous attendent. Et effectivement, après, on ne sait pas si ça va durer 1 mois, 2 mois, s'il va y avoir des retours, des choses comme ça. Ça peut durer très, très longtemps et on aura le même problème que disait Emmanuel par rapport au festival, quoi. Même si nous, on est en milieu fermé et qu'on peut gérer un peu, nous, je vous avoue que ça ne nous intéresse pas trop de rouvrir avec trop de limitations, quoi. Ouais, dans ces conditions, vous n'êtes pas sûr donc de rouvrir même très vite, même si les cinémas peuvent rouvrir, quoi. Il faudra. C'est quasiment sûr. On en a parlé nous en équipe et même avec les autres salles. C'est exactement ça. On s'est dit, par exemple, j'ai l'impression, là je sais pas, hein, je mets des pincettes, mais j'ai l'impression qu'ils vont nous permettre d'ouvrir début juillet ou peut-être un peu plus tard dans le mois ou sur le mois. Mais nous, on s'est dit que tant qu'on ne sentait pas que nous-mêmes, voilà, ça serait pas les bonnes conditions, et aussi pour les spectateurs, parce que les gens qui viennent chez nous, c'est aussi pour changer des idées, pour voir autre chose et pour s'ils ont un peu de tension, s'ils ne se sentent pas à l'aise, ils ne vont pas passer un bon moment et ça vaut pas le coup. Emmanuel Négrier, une réaction sur justement les 2 témoignages de ces responsables de lieux finalement très, très inquiets sur la suite. Oui. Je suis non seulement tout à fait d'accord avec Romain et Stéphane, mais j'ajoute que les conditions dans lesquelles les lieux de spectacle seront amenés à rouvrir sont tout à fait curieuses. Aujourd'hui, on dit que des lieux de spectacle pourraient ouvrir pour les répétitions d'artistes. Mais imaginez que pour les danseurs, par exemple, on impose une distance physique de 4 mètres. Ouais. Au contraire de la danse. Vous imaginez le ballet dont il s'agit. Pour les lieux de spectacle, toujours, d'accord, mais pas d'entracte, pas d'ouverture des lieux de restauration ni de buvette. Là aussi, ça atteint de plein fouet non seulement les recettes propres de ces lieux, qui sont quand même très importantes, mais surtout ce qui fait le partage de la culture. Il s'agit d'aller dans un lieu de spectacle uniquement pour consommer de la culture seul, à distance des autres, sans lieu de partage, sans lieu de convivialité, là il me semble qu'on manque l'objet même de la pratique culturelle, qui est une pratique sociale. Est-ce que vous craignez une uniformisation à la fois économique, avec une concentration économique, par exemple, de la culture, ou une uniformisation, difficile à dire, intellectuelle et culturelle, d'une certaine façon, qui pourrait suivre cette pandémie? Alors, si j'en juge par le secteur des festivals, j'ai une réponse un peu nuancée à votre question. Évidemment, je pense que les grosses structures multinationales, qu'ils soient d'origine française ou américaine d'ailleurs, et qui regardent le secteur avec les yeux de Chimène depuis quelques années, se disent, comme Warren Buffett, et à mon avis, comme d'autres, qu'il y a de très bonnes affaires à faire cette année. Et si on regarde le secteur des festivals de musique actuels, il y a un certain nombre de pépites indépendantes. Vous en avez cité une, les Eurocaines de Belfort. Il y en a d'autres, les Vieilles Charrues. On pourrait prolonger l'Intersectique de Lorient. On pourrait se prolonger à peu près partout en France. On pourrait se faire une carte de France des festivals aujourd'hui indépendants, Pause Musique à Albi par exemple, qui sont dans la ligne de mire de ces groupes. Parce que ça draine un public exceptionnel, ils ont une image de marque incroyable, ils ont des artistes formidables. Enfin voilà, il y a un vrai événement autour d'eux. Bien sûr, et ce sont des acteurs sociaux, culturels, politiques qui ont donné naissance à ça. Donc le travail est fait, il n'y a plus qu'à ramasser. D'accord. Donc le risque était très grand pour ces festivals de se retrouver dans une telle difficulté financière que contre leur gré, ils devront céder aux sirènes de la multinationale de divertissement. Mais ce sera loin d'être le cas général. Donc, on ne peut pas imaginer, même en pensant que c'est pas bien, que les grands groupes vont faire main basse sur l'ensemble des festivals. Il y en a beaucoup trop pour pouvoir être dans une stratégie industrielle. Autrement dit, ça ne résout absolument rien. Et l'action publique, elle est appelée, pas simplement l'action publique, mais en tout cas, l'action publique, elle est amenée à avoir une position beaucoup plus ferme qu'on le voit pour l'instant. Romain là-dessus, Romain Jeanne, donc responsable de ce lieu café associatif et culturel à Toulouse. Est-ce que vous-même, vous craignez que par exemple des lieux comme le vôtre pourraient disparaître et que donc
que ça réduise dans une ville comme Toulouse ou dans cette région ou en France, que ça réduise la diversité, voilà, qu'il n'y ait plus que des cafés traditionnels finalement qui soient ouverts ou que la richesse de ce que vous proposez disparaisse tout simplement. Ouais, vous avez employé le bon terme, l'uniformisation, c'est-à-dire que déjà, la manière dont on a été aidé et la conception que peuvent avoir l'État, dans une moindre mesure peut-être les collectivités, de ce genre de lieu, c'est juste l'approche commerciale. C'est-à-dire qu'on nous propose de nous faire un prêt garanti par l'État, en supposant que les marges commerciales qu'on fait, puisqu'on est des commerçants, nous permettent de les rembourser, alors que c'est extrêmement compliqué pour nous qui en faisons assez peu, si ce n'est de remettre en cause un certain nombre de principes sur lesquels on construit notre action là. Donc déjà là, il y a une forme d'appel à l'uniformisation qui serait de dire remettez-vous dans le rang comme n'importe quel peut-être autre commerce qui fait des marques supérieures et pour arriver à installer à survivre en fait. Vous êtes dans l'économie sociale et solidaire et vous entendez bien y rester, c'est votre modèle, voilà. C'est ce à quoi vous croyez. Et ensuite, voilà, ça a été dit, c'est que c'est plein de choses qu'on fait. C'est les SDF du quartier qui viennent parfois prendre des repas, la maraude du quartier qui vient prendre la cuisine, alors que c'est pas des professionnels, c'est pas des gens forcément fermés, même si on repasse derrière pour nettoyer correctement en fonction des normes. Il y a beaucoup plus de flexibilité dans un lieu comme le nôtre qu'on peut le voir dans un commerce classique. Et effectivement, oui, ça risque d'apporter une forme une uniformisation, nous obliger à nous transformer en ce qu'on ne veut pas devenir, ou alors nous faire mourir et faire en sorte que ce soit des commerces plus classiques, peut-être, voire même des chaînes qui remplacent les petits lieux indépendants comme les nôtres. Stéphane Bonato, désolé, je vous ai appelé pas Bonato tout à l'heure, Stéphane Bonato, donc voilà, je corrige. Il y a un événement intéressant en ce moment qui évoque autour de ce débat, autour de l'uniformisation éventuelle de la culture à Bordeaux. Cette semaine, je crois, un cinéma en plein air inspiré des drive-in américains a ouvert sur la grande place des Quinconces à Bordeaux. Alors le drive-in, pour ceux qui ne savent pas, c'est un cinéma où on regarde un film mais dans sa voiture, c'est très courant et très ancien, par exemple aux États-Unis. Et alors, à Bordeaux, ça a été lancé, je crois, par un producteur qui, en soi, n'a pas forcément de mauvaises intentions, puisqu'il dit même qu'il va reverser l'argent aux salles indépendantes qui n'ont pas eu de revenus en ce moment. Bien sûr, vu le contexte, ça respecte clairement les règles sanitaires, ça permet aussi aux gens d'aller au cinéma. Pourtant, l'Utopia, on vous a proposé de s'associer et vous avez dit non, pas du tout, c'est pas le modèle qu'on veut défendre. Expliquez-nous pourquoi. Déjà, d'un point de vue écologique, c'est surtout ça en fait. Ça nous embête un peu que les gens soient obligés de prendre leur voiture pour aller au cinéma et de surcroît là en plus en centre-ville de Bordeaux, on peut tout à fait venir en centre-ville puisque nous on y est. Tout à fait venir en centre-ville de Bordeaux sans prendre la voiture, surtout si on habite pas très loin. Donc voilà, ça crée des embouteillages, le temps que les gens se garent et tout. J'étais voir un peu comment ça se passait. Et effectivement, c'est la fête au monoxyde de carbone pendant plus d'une heure sur la place des Quinconces. Pas du tout durable et pas du tout. Du cinéma, c'est un peu comme un cinéma plein air, quoi. Nous, ce qui nous intéresse, c'est d'être dans un lieu, quoi. C'est vraiment ça, quoi. Là après, outre le fait aussi que effectivement, c'est un écran où il n'y a pas de son et en fait le son est dans les voitures. Donc, quand on passe à côté, parce que moi j'ai pas participé, mais je suis passé à côté, c'est assez étrange, c'est presque un peu mortifère parce qu'on voit juste un écran et plein de gens enfermés dans leur voiture. C'est assez mais pourquoi pas après que des gens proposent des choses. Moi je suis pas contre et je ne pense pas que ça concurrence comme certaines salles de cinéma comme la fédération d'ailleurs des cinémas français le dit que ça concurrence réellement les cinémas. Effectivement, on est fermé et comme le dit Mathieu Robinet, donc l'organisateur de ce projet, lui, il va le faire pendant le moment où les salles sont fermées. Donc, c'est quelque chose qui ne correspond pas, mais bon, qu'ils fassent des choses si ça leur fait plaisir, quoi. Un dernier mot justement là-dessus, Emmanuel Négrier, le drive-in, c'est aussi le symbole d'une culture que l'on consomme peut-être en famille, mais certainement pas avec d'autres personnes que l'on ne connaît pas. Voilà, c'est très clair. Le symbole est assez frappant, en effet. Et donc, on voit bien à quel point on ne peut pas le généraliser pour imaginer un redémarrage de la culture qui n'aurait pas tenu ou entendu les leçons de ce qui se discute actuellement.
aujourd'hui, pour le monde de la culture comme pour les autres, c'est un vaste moment réflexif. Et notamment, les acteurs culturels se posent des questions qui ne se posaient pas avant ou qu'ils déniaient, comme par exemple leur empreinte carbone. Pour les gros festivals de musique actuels, par exemple, c'est une vraie question. Est-ce qu'on va redémarrer en allant toujours encore à la course à l'échalote, avec des remplissages énormes, avec des décors somptueux et avec des artistes qui viennent pour un set de 3/4 d'heure en avion et repartent en hélicoptère? Bon, là, je pense qu'il y a effectivement une interrogation sur le développement durable comme étant une source d'inspiration pour le redémarrage et pour la nouvelle place de la culture dans la société. Parce que ça, s'il n'y a aucune crainte à avoir, c'est que la culture, par le manque, révèle à quel point elle est un élément clé de nos sociétés contemporaines. Merci beaucoup Emmanuel Négrier. Juste, vous avez un petit mot de la fin, Stéphane et Romain, un souhait, un appel. Quels sont vos en ce moment voilà, quel serait le mot de la fin pour vous? Non, peut-être dire qu'effectivement, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est le rôle social qu'on a tous et pas seulement commercial, quoi. C'est des gens qui viennent et qui vont pas bien et à qui on discute. C'est des amis, des proches. Tout ça, toutes les interactions qu'on a, elles sont pas remplaçables. Et puis si elles sont pas, surtout, on peut pas les réduire au simple fait qu'on vende de la bière. Et si un jour on doit mettre un grand panneau de plexiglas entre nous et les gens qui viennent, ben on changera de métier et je pense qu'on abandonnera en fait et ce serait un peu triste. Ok, Stéphane, en quelques mots. En espérant que cette histoire reste un peu derrière nous, mais ça restera pas. Donc il va y avoir des choses qui vont changer et espérons que effectivement des réflexions se posent par rapport à quelque chose de plus écologique et de moins productiviste. Que ça se passe comme ça. Mais après... Merci beaucoup. Dans tous les secteurs, on retrouve toujours cette tension, grands espoirs et grandes peurs pour ce qui arrive. Merci à tous les trois. Romain Jam, responsable du café associatif et culturel L'Itinéraire bis près de la gare Matabio de Toulouse, actuellement fermé, mais on espère que vous allez rouvrir vite. Stéphane Bonato, responsable de la programmation du cinéma Utopia à Bordeaux. Utopia, c'est 5 cinémas en France, est gérée en SCOP, en coopérative de salariés. Ça mérite d'être dit, donc dans le cadre de l'économie sociale et solidaire. Et enfin, Emmanuel Négrier, vous étiez avec nous aussi, directeur de recherche CNRS à l'Université de Montpellier. On peut retrouver votre étude sur l'impact économique et social et culturel de l'annulation des festivals sur le site francefestival au pluriel.com. Merci à tous les trois. Merci beaucoup de nous avoir suivis. À l'air libre, c'est terminé pour aujourd'hui. Valentine, à demain. À demain, Mathieu. Toujours à 1,50 m de distance, c'est drôle. Toujours en distanciation sociale. Je vous rappelle notre adresse pour écrire à l'émission à l'airlibre@mediapart.fr. Prenez soin de vous. Bonne soirée.